Je m'appelle Éric Bousquet, je suis psychologue clinicien et voilà, j'ai un parcours professionnel un peu, je ne sais pas s'il est atypique, mais en tout cas il m'appartient et j'essaie d'en faire quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle aussi aujourd'hui. Un peu d'une double place puisque j'ai occupé pendant 7 ans la fonction de directeur d'établissement social et médico-social. Donc voilà, je pense que mon intervention peut-être va... Enfin, j'ai essayé en tout cas, avec cette double casquette, voilà, d'essayer d'être le plus précis dans ce que j'ai à vous dire, mais bon, en tout cas, évidemment, il y a toujours des choses qui m'échappent. Et évidemment, je parle aussi avec ma propre subjectivité, donc évidemment, c'est ce qui, je crois, est intéressant. J'ai envie de réagir là juste avant de commencer mon intervention, parce que ce matin, ce titre, enfin, quand vous avez parlé de « il faut s'adapter », je dirais même, ça va un peu, vous allez comprendre un peu, du coup, j'ai envie de dire, le sens de mon intervention, je dirais que plutôt aujourd'hui, plutôt que de s'adapter, il faut résister et voire désobéir à cette langue managériale. Voilà. Je commence un peu par la conclusion, mais toujours intéressant de savoir là où on veut aller. Voilà. Donc, bon, mon intervention, elle va, elle est contrainte par le temps et c'est tout à fait normal. Hein, donc, je vais essayer d'être plus rapide, enfin, en tout cas, d'essayer d'exposer au mieux ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, elle va se découper en trois moments. Hein, ce que j'ai évidemment intitulé le malaise institutionnel, les souffrances des professionnels et les réponses institutionnelles. Alors, le malaise institutionnel, entendez derrière, évidemment, malaise dans la civilisation. Ce mot il est important pour moi. Voilà. Donc je vais commencer. Donc en fait, moi je suis parti du titre, je me suis dit finalement actualité de l'état de santé. Je suis parti d'une hypothèse pas du tout dangereuse. Je me suis dit finalement la souffrance des professionnels, ça révèle l'état de santé de nos institutions, tout simplement. Mais voilà, c'est un regard, je dirais quand même à partir de mon regard, à partir d'essayer de poser mes propres paroles sur celles entendues, et d'essayer à mon tour de faire le relais de ces souffrances exprimées. Vous voyez comment, d'où le sens de ma question ce matin aussi, ma question auprès de Sandrine. Voilà, je pense qu'on s'inscrit vraiment dans une chaîne où vraiment, quand on est superviseur, quand on parle de cette place, on ne se fait le relais que des paroles des autres. Donc du coup, on y met aussi notre propre évidemment, histoire, subjectivité et tout ça. Donc, voilà. Loin de moi l'idée de penser que je serais objectif aujourd'hui, évidemment. Donc cette hypothèse-là, alors je me suis aperçu en fait que la souffrance au travail des professionnels dans l'institution médico-sociale, parce que moi je ne vais pas vous parler du sanitaire, je vais vous parler du médico-social, enfin, quoique, comme le disait très bien Marc ce matin, de toute manière, c'est du pareil même. C'est un peu plus lent, l'institution médico-sociale était un peu plus lente à réagir, mais elle commence à réagir et tant mieux. Donc cette thématique de la souffrance, elle est pas beaucoup étudiée en fait, en France. Enfin, les auteurs, alors évidemment vous avez beaucoup de recherches sur les institutions, évidemment, du fait de sa mission première, puisque, comme vous le savez, sa mission, c'est quand même de traiter la souffrance, quelle qu'elle soit, physique, psychique, somatique, et même biologique. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut situer quand même le début de tout ça avec l'émergence de la santé au travail en France et ces fameuses pathologies du travail qui ont des conséquences sur l'organisation, en général. Et le secteur médico-social, comme je le disais, s'ouvre peu à peu à cette thématique. Avec, évidemment, on en a déjà parlé ce matin, mais je crois qu'on va beaucoup répéter, et tant mieux. Donc, quelle forme ça prend dans les établissements médico-sociaux? C'est évidemment les arrêts de travail, la vacance des postes. Il faut en parler énormément. Moi, je travaille, je ne l'ai pas dit, mais je travaille aujourd'hui en protection de l'enfance, où en Seine-et-Marne, où il y a des postes vacants d'éducateurs, de psychologues. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu une nouveauté pour les psychologues. Avant, on avait du mal à trouver du travail. Aujourd'hui, il y a la place. Voilà.
Mais enfin, quelle place? Voilà, donc avec l'émergence là de cette santé au travail, hein, et la vacance des postes, donc, et aussi dans le médico-social, ce qu'on appelle aussi la crise des vocations, puisque moi j'interviens aussi dans un établissement, enfin l'IRTS, vous devez connaître, où effectivement on parle aujourd'hui de la crise des vocations, hein, du métier du social, puisqu'ils n'arrivent même plus à recruter pour les différentes formations. Avant, le concours d'éduc était hyper difficile. Aujourd'hui, vous pouvez être éduc, chef de service et même directeur, avec une simplicité, enfin, passant un concours qui, je ne sais pas si c'est un concours, mais enfin bon, en tout cas, un petit examen, mais je crois qu'il y a maintenant, il n'y a même plus d'examen pour certains centres de formation. Donc la souffrance au travail en France, elle est devenue un sujet important depuis l'affaire des suicides, hein, ça vous le savez, France Télécom, 2008-2009, France Télécom devenue Orange en 2013, c'est ça. Avec ces drames, donc l'entreprise aurait pris conscience des effets délétères de management autoritaire et agressif envers les salariés. Aurait. Le monde du travail a ainsi déployé toute une série de mesures pour prévenir ce qu'on appelle les fameux passages à l'acte, donc suicide, violence, agression, même entre équipes, entre personnes du même type. La santé au travail est ainsi devenue un enjeu majeur de santé publique en France. Mais quid de l'institution médico-sociale? Malgré donc les appels au secours de l'hôpital public, hein, ce que disait Marc ce matin, depuis plus de 20 ans, et les informations largement relayées par les médias, ces informations se sont pour moi trop centrées, sont centrées sur le manque de soins et la fermeture des services, alors que derrière tout ça, pour moi évidemment, c'est la souffrance au travail, mais on a du mal encore aujourd'hui à en parler. Hein. On dit oui, fermeture des lits, manque de personnel. Voilà. Donc les maîtrises budgétaires mises en avant ont caché des causes profondes du mal-être hospitalier. Donc cette fameuse souffrance au travail, évidemment, du pas ses conditions de travail, les salaires, alors, soi-disant on dirait augmentation, tout ça, mais même dans le médico-social, avec une augmentation de salaire, les postes ne sont toujours pas pourvus. Le secteur médico-social ne semble pas aujourd'hui être entendu, mais il traverse une crise profonde, je dirais, avec les politiques actuelles et le discours gestionnaire qui modifie les pratiques des professionnels. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, tout ce matin, on disait effectivement, le discours modifie pour moi les comportements des personnes au travail, la pensée, les comportements. Donc cette crise dans le médico-social, peut-être moins bruyante, mais bien présente, prend la forme, elle aussi, d'arrêt de travail important, de turnover, comme je vous disais en introduction, d'une crise des vocations. Il apparaît donc urgent de considérer le malaise institutionnel dans le médico-social à partir d'une lecture, selon moi, du monde contemporain. Parce que c'est bien hein, d'avoir une lecture institutionnelle, évidemment je suis pour, hein, je suis psychologue, donc évidemment on va analyser ce qui se passe, les équipes, les groupes, tout ça, mais pour moi c'est pas suffisant. Il faut aller chercher ailleurs, parce que sinon on tourne en rond. Et je pense qu'avec la lecture, enfin, on peut aussi tourner en rond avec d'autres formes de lecture, mais en tout cas je pense qu'il faut s'ouvrir aussi donc à des disciplines, comme on le disait aussi, plus larges, sont pour moi évidemment la sociologie clinique, la psychodynamique du travail, voilà, la psychanalyse évidemment, et la psychothérapie institutionnelle, pour moi est quand même, je vais dire, un modèle en tout cas de pensée importante pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc mon propos d'aujourd'hui ne vise pas, vous avez bien compris, une définition théorico-clinique de l'institution. Je laisse à ceux qui s'y consacrent, ils le feront certainement mieux que moi. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'essaie évidemment d'attraper quelque chose de ce que j'entends en tant que superviseur et ce que j'ai entendu aussi en tant que psychologue et en tant que directeur. Donc voilà, donc les trois thèmes. Ah oui, alors avec une question, évidemment, j'allais évidemment l'oublier, hein, le plus important, qui pour moi, j'aurais presque envie d'intituler mon intervention comme ça, comment alors continuer à travailler collectivement? Parce que je crois que l'enjeu il est là quand même. La question du collectif. Alors, voyez bien.
bien qu'avec avec ce titre-là, j'opère une distinction très franche entre établissement et institution. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai rien inventé. Hein, je suis orienté par la psychothérapie institutionnelle. Pendant des années, si vous prenez les écrits d'Oury ou d'autres, hein, évidemment, ils n'ont pas parlé que de ça, mais enfin, ils ont beaucoup parlé de ça. Donc, je pense que pour mieux comprendre la crise actuelle, il faut faire cette différence. Enfin, en tout cas, la maintenir dans nos pensées, à nous, les cliniciens. Et voilà, donc, alors, l'institution, pour moi, elle est double, hein. C'est à la fois l'action d'instituer, hein, et celle qui produit un résultat aussi. Hein. Donc, instituer, instituant. Je vais partir d'une définition d'Oury que j'aime bien et qui, pour moi, a été éclairante. Pourtant, elle est toute simple, ce qui n'est pas toujours le cas chez Oury. Hein. L'établissement, c'est un bâtiment et un contrat passé avec l'État, un prix de journée. L'institution, quand ça existe, c'est un travail, une stratégie pour éviter que le tas de gens fermente comme un pot de confiture dont le couvercle a été mal fermé. Alors là, je trouve que cette phrase, pour moi, elle résume presque à l'état de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous trouverez cette citation dans le fameux ouvrage « À quelle heure passe le train », qui est un entretien. Donc cette stratégie-là du couvercle, là, directement, elle concerne selon moi directement les modes de relations institués entre soignants et soignés, mais également les relations entre soignants. Et on n'en parle pas assez de ça. L'institution s'efface devant l'établissement, c'est pour ça que j'ai mis établissement plus que l'institution. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui font l'institution, ou ils ne le font plus en tout cas. Et donc la question que je pose, est-ce que le cadre institutionnel peut toujours garantir une dimension thérapeutique si le couvercle se referme? Pour moi, il est déjà refermé. Bon, vous voyez bien la suite, hein, vous allez me dire. Voilà, excusez-moi, hein, ce n'est pas un propos pessimiste, mais vous verrez qu'après, quand même, j'essaie de trouver des choses un peu positives à tout ça. L'institution s'efface donc pour laisser la place à l'établissement rentable, productif, avec ces modes de gestion qui imposent une certaine relation à l'autre et un certain mode de traitement de la souffrance. La mission de l'établissement est également de faire des économies, hein, on l'a dit ce matin, au détriment du temps consacré auprès de ceux qui souffrent. Hein, vous avez des services aujourd'hui, alors là je pense plutôt au sanitaire, ou même en psychiatrie, enfin le sanitaire de côté psychiatrie, où vous avez, on dit, les aides-soignants n'ont plus le droit de parler aux patients, hein, il faut qu'ils donnent les plateaux, il faut qu'ils fassent les toilettes, on ne parle plus avec les gens, ça prend trop de temps. Voilà. Donc cette dualité, pour moi c'est une dualité, entre institution et établissement devrait être maintenue dans un certain équilibre. Parce que l'établissement a toujours existé, il ne s'agit pas de bannir ou de... il est là. Hein. Pour garantir, donc, il faut maintenir cet équilibre pour garantir l'accueil des personnes en souffrance. Si l'institution est faite pour restaurer le lien de celui qui souffre à celui qui accueille, que se passe-t-il quand la gestion et le management fragilisent, voire annulent cette restauration du lien? L'institution est centrée sur le soin et, je dirais, l'établissement sur la gestion. C'est un peu simpliste, hein, mais peut-être on comprend mieux. Voilà. À quoi sert donc une institution? Elle devrait inventer un lieu où l'accueil et le traitement de la souffrance est possible, ça je vous l'ai dit. Or, la souffrance, aujourd'hui, vous savez qu'elle n'est plus d'actualité, hein, même dans les institutions. Hein. Aujourd'hui, la mission de l'institution, c'est de diagnostiquer, d'insérer, d'inclure, voire, évidemment, d'effacer les symptômes. C'est dit d'ailleurs maintenant clairement hein, par certains directeurs, certains chefs de service, certains en psychiatrie, dans le médico-social. Hein. Il ne s'agit pas bien sûr d'idéaliser l'institution, c'est pas le sens de mon propos, car cela conduirait à croire qu'elle est toute puissante. Je ne crois pas du tout à la toute-puissance de l'institution. D'ailleurs, c'est une critique qui a été faite beaucoup à la psychothérapie institutionnelle. Je pense que les gens qui portent cette critique ont mal lu ou ne comprennent pas grand-chose à la psychothérapie institutionnelle, parce que justement la psychothérapie institutionnelle, elle dit l'inverse. Elle dit qu'il faut la soigner, donc la maintenir au mieux. Oui, je sais plus où j'en étais. L'institution est toujours à questionner, à réévaluer, à critiquer, comme d'ailleurs toutes les formations humaines hein, qui tiennent, sinon ça ne sert pas à grand chose. En d'autres termes, elle doit être vivante. Je crois que c'est toi, Sandrine, qui parlais de vivante ce matin. Ce mot a résonné évidemment. C'est quand l'institution ne joue plus son rôle de réguler les jouissances que l'établissement prend le relais et qu'elle est dans l'impuissance d'interroger les souffrances relationnelles de ses salariés.
Donc vous voyez bien comment ça passe d'abord, c'est un espace je parlais de relais, mais comment on n'interroge plus la souffrance du patient, donc de ce fait on n'interroge plus la souffrance des salariés. Donc Pierre Legendre, il dit la fonction institutionnelle est ce noyau de la civilisation où s'organise l'articulation normative du lien subjectif et social. Donc aujourd'hui, on pourrait interroger ce terme du normatif. Vous voyez bien, ce qui s'institue, ce sont des liens relationnels et transférentiels au service des patients. Donc évidemment, nos patients, je dis patients, c'est un terme général, j'ai du mal à dire usager, donc je dis patients. Enfants, adolescents, adultes, que nous accompagnons. L'institution devrait recouvrir une fonction régulatrice pour faire tenir ensemble ceux qui la composent. Ça, c'est vraiment... voilà. Il ne s'agit même plus de faire tenir ensemble les équipes soignantes et les patients, il s'agit de faire tenir ensemble tout le monde. Et... bref. Excusez-moi, hop. Je vais pas... Alors, je crois qu'il faut parler de la nouvelle organisation du travail parce qu'on ne peut pas comprendre, moi il me semble, ce qui se passe quand on... Alors moi j'y ai été évidemment très exposé, puisqu'étant directeur, je passais entre 10 et 12 heures sur mon ordinateur tous les jours, 50 heures par semaine. Donc je peux vous parler du numérique et de mon isolement et de sa... Voilà, du fait que le numérique est très chronophage, évidemment. Donc, bon, je vais, pour être dans les temps, je vais avancer. Donc, le numérique, c'est les actes, l'enregistrement des actes, la communication avec les partenaires, l'envoi d'emails. Voilà. Bon, évidemment, ce numérique nous éloigne, je vous en parlais, d'une relation de corps à corps, pour se tourner vers, évidemment, des relations virtuelles, qui convient bien, finalement, avec l'individualisme actuel, aussi dans le travail. Les travailleurs subissent ainsi des changements dans le travail avec la numérisation des tâches. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toute la psychodynamique du travail, la psychologie du travail, tout ça. Comment se tourner vers la relation, vers le collègue, quand le numérique envahit nos pratiques professionnelles? Voilà, donc avec l'ordinateur, le temps est individualisé, ça vous le savez. Alors le tournant gestionnaire, je ne sais plus où j'en suis là, excusez-moi. C'est là le deuxième point, 1, 2. Ouais, c'est ça. J'ai pas numéroté la même. Alors, une question, je pense qu'elle va peut-être vous parler. Peut-on évaluer le travail relationnel et thérapeutique dans le médico-social de manière quantitative? Moi, je vous avoue que ça, c'est le discours gestionnaire, en fait. Si on devrait résumer ce qui se passe aujourd'hui pour tout le monde, là, dans l'institution, c'est ça. C'est-à-dire, ils veulent qu'on quantifie le travail. Or, pour moi, le travail, déjà, le travail ne se mesure pas quantitativement, il se mesure qualitativement. Et là, aujourd'hui, avec donc ce discours de l'évaluation, qui est un véritable tournant dans la gestion des établissements, donc maîtriser les dépenses, donc vous avez la qualité des soins qui est portée par la démarche qualité, les bonnes pratiques inscrites dans des démarches qui produisent des protocoles. Évidemment, vous ne pouvez pas vous y soustraire, surtout quand vous êtes directeur. Ce modèle est bien ancré dans le domaine de la santé, on l'a dit ce matin, mais dans le médico-social, la réforme Séraphin-PH. D'ailleurs, je vous invite à lire le dernier communiqué de la FEAP concernant cette réforme, qui est quand même très intéressant, puisqu'au départ, la FEAP était quand même un peu, bon, on va essayer. Maintenant, ils commencent à dire, non, finalement, ça ne marche pas, l'accompagnement médico-social, ça ne marche pas. Donc, ce discours gestionnaire, il imprègne évidemment le management et les relations entre professionnels. Sinon, je n'en parlerai pas. Comment travailler librement quand les procédures sont écrites? Comment continuer à inventer, à créer dans le temps, consacré au patient, quand le temps que l'on consacre au patient est compté? Comment faire de la clinique, en fait, tout simplement. Le discours institutionnel managérial est fixé sur l'objectif, ça vous le savez. Donc, je m'interroge aussi sur ces fameuses personnes qu'on recrute ici pour encadrer des grands groupes médico-sociaux qui viennent d'écoles de commerce et qui viennent de chez Carrefour, enfin voilà. Donc, bon, voilà, ils sont mis à des places comme ça et eux nous disent comment travailler et comment. C'est ce que disait ce matin Marc par rapport aux politiques dans la santé. Alors, la langue managériale. Nous connaissons tous le pouvoir de symbolisation de la parole et comment cette dernière participe au lien institutionnel et favorise les échanges sur le patient. Le transfert de travail est limité par une parole qui ne circule plus dans l'institution.
puisque en fait, enfin, c'est plus qu'une hypothèse, hein, maintenant on ne parle plus, on communique. Voilà. Donc, l'établissement, on pense que le management va régler tous les problèmes, et notamment l'insatisfaction des salariés. Ah oui, il y avait aussi le livre de la novlangue, là, donc tu as parlé ce matin, qui était intéressant, bon, je passe. Donc, le management va régler donc, tous les problèmes, et notamment l'insatisfaction des salariés. Hein, puisque quand les salariés se plaignent, eh bien, on dit, ben non, c'est la faute du manager, en fait. C'est pas la faute c'est la faute du manager. Il ne sait pas piloter son équipe. On va lui mettre un peu de coaching, Pendant ce temps, l'écart se creuse entre les pratiques de terrain, hein, thérapeutiques, éducatives, pédagogiques, et les politiques de médico-social. Cet écart produit une distance entre les équipes et les directions. La coopération dans l'équipe vole en éclats, mais les team building tentent de ressouder les liens qui s'érodent. Il ne s'agit pas d'éradiquer cette langue managériale déjà bien installée, mais plutôt de faire la place à un autre discours, celui du sujet qui favorise évidemment, avec toute cette subtilité. Certaines entreprises commencent d'ailleurs, alors même les entreprises, je me demande 10 fois si elles ne sont pas plus en avant que le médico-social, puisqu'elles commencent à inviter des psychologues pour la souffrance des salariés et tout ça. Je me dis, finalement, ils ont fait, peut-être l'entreprise a fait un pas de plus que nous. Enfin, c'est le monde à l'envers. Alors qu'on l'a pris comme modèle, et bien eux, maintenant, on a l'impression que, hop, ils sont passés à autre chose. Et nous, on est là derrière. Donc la langue managériale est bien entrée dans l'institution, elle entraîne des pratiques basées sur la performance. Ok. Alors le lien social-professionnel, je voulais vous en parler. Hop. C'est toujours là. En fait, je pense qu'il y a tout un sujet, alors j'ai pas pu le creuser aujourd'hui, mais bon, si on dit aujourd'hui que, bon, avec le discours capitaliste, défait les liens, tout ça, la déliance sociale, tout ça, mais je pense qu'il y aurait tout un travail à faire sur la question des liens d'attachement dans le travail, parce que je trouve qu'on n'en parle pas de ça, parce qu'il ne faut pas, non, on ne s'attache pas, on est des professionnels, on est une éthique et tout machin. Non, je veux dire, il y a des liens d'attachement dans une équipe, et je pense qu'il y aurait tout un travail à mener sur cette question-là. J'aimerais bien le mener un jour, j'espère, parce que je crois que ça fait partie aussi de la crise profonde des équipes, hein, et qu'aujourd'hui les équipes ne font plus lien, enfin n'arrivent plus à s'attacher à leur... comme avant, hein, les équipes pouvaient faire bloc, bon, après il y aurait sociologie, enfin voilà, il y a les syndicats évidemment, tout ça, pour aussi Société Le Monde Ouvrier, hein, qui savait évidemment avant faire corps, hein, aujourd'hui, voilà. Donc les professionnels sont de plus en plus considérés comme des techniciens, les gestionnaires comme des managers, et pour finir, les patients comme des usagers. Les difficultés relationnelles entre tous et toutes sont pensées comme le défaut ou une distorsion de la communication qu'il est possible de rétablir. Le manager peut s'occuper des affects avec l'injonction de dire ses émotions, par exemple. Mais à aucun moment il vient interroger la relation intersubjective, évidemment. Pourquoi si risquer ? Bon, je vous passe, j'avais une super, là, j'avance, donc une chouette citation de Jeanne Henriques, que vous devez connaître, mais bon, il reprend la théorie freudienne sur la question de la pulsion de mort et comment, évidemment, dans l'institution, c'est la pulsion de mort aujourd'hui qui est à l'œuvre, plus que la pulsion de vie, hein, qui, elle, fait les liens, et la pulsion de mort qui, évidemment, défait les liens. De plus, ce que disait Sandrine ce matin, on observe de plus en plus de clivages institutionnels, hein, des équipes entre elles, des corporations, les élus d'un côté, les psychos de l'autre, les patients d'un côté, les soignants de l'autre. Et clivage qui d'ailleurs se reporte après dans les séances de supervision où le superviseur devient aussi un ennemi. Voilà, un mauvais objet. L'individualisme favorise les clans et fait voler en éclats la coopération dans le travail. Ce sont les liens d'attachement dans le travail qui sont mis à mal, et ces clivages nous montrent la fragilité évidemment de ce lien. J'avance, il me reste quoi, 5 minutes, ça va? Ouais, c'est bon. Alors là, j'avais écrit tout un truc sur l'évolution des publics. Bon, la désinstitutionnalisation de la psychiatrie, on en a parlé, vous le savez, à partir des années 60, hein, qui s'est matérialisée donc, par la création de secteurs de psychiatrie qui ont favorisé les soins ambulatoires et le maintien à domicile des patients. Mais évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout ce public qui n'est plus reçu aujourd'hui à l'hôpital, hein, fonction première, quand même, fonction d'accueil première dans l'hôpital, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils basculent dans le médico-social, voire dans l'insertion socio-professionnelle. Hein. Voilà, donc aujourd'hui vous avez des équipes qui ont affaire à ça, hein, à ces souffrances psychiques-là, lourdes.
et qui était avant réservé à l'hôpital psychiatrique. Donc tout ça, pour moi, ça provoque aussi beaucoup de souffrance chez les soignants, enfin en tout cas ils le disent. Et voilà, donc les pratiques professionnelles sont aussi bousculées et elles engendrent de la souffrance au travail. Donc je vous passe la loi de 2005 sur le handicap psychique. Où, évidemment, à aucun moment quand vous parlez de handicap, vous parlez de souffrance. Vous ne parlez que de handicap. Et comment justement, puisque le handicap, vous savez, c'est une définition sociale finalement, et comment on va faire pour insérer, inclure tout ça, mais la souffrance. Comment alors penser le soin psychique dans le médico-social? Ah oui, alors j'aime beaucoup une définition de Philippe Chavaroche qui dit, donc il est docteur en sciences de l'éducation, il dit « Le sujet souffre-t-il de son cerveau ou de sa vie? Le sujet souffre-t-il? Peut-on dire « j'ai mal à mon cerveau » quand on ne va pas bien? Être mal dans sa tête peut-il dire qu'on est mal dans son cerveau? Je crois que ça résume bien aussi aujourd'hui combien toute la causalité psychique est effacée, hein, que du côté biologique, que du côté... Voilà. Donc, d'ailleurs, une patiente un jour me disait c'est pas moi, c'est mon cerveau. Une autre me disait, je l'avais noté, oui, maintenant je sais ce que j'ai un TDA, donc tout s'explique, enfin ma vie s'explique, ma vie c'est clair, voilà, donc, on est là-dedans. Mais parallèlement à ça, il y a la course au diagnostic. Moi, je travaille dans le social où maintenant, tout le monde, toutes les équipes, là, sont, il faut attendre le diagnostic. Évidemment, diagnostic réservé à des experts hein, qui évidemment, produisent des diagnostics qui, moi, évidemment, ne me conviennent pas, mais ça n'empêche que tout le monde s'y accroche. Hein. Mais les patients sont quand même forcément déçus à un moment donné, parce que dire que tout le monde est TDA, dire que tout le monde est autiste, dire que tout le monde, ça ne suffit pas. Hein. Ça rassure un temps, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, les équipes s'en aperçoivent elles-mêmes, hein, puisqu'elles disent à un moment donné, bon, maintenant on le sait, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces... Alors j'ai travaillé 20 ans, je peux vous en parler, tous ces CMP qui se sont mutés en centre de référence hein, de diagnostic, et d'ailleurs il n'y a même plus de place pour les thérapies, tellement on fait des bilans à tout va. Voilà. Donc tout ça interroge évidemment sur le lien thérapeutique, éducatif, pédagogique, hein, qui ne peut plus se nouer avec toutes ces attentes finalement du diagnostic, parce qu'on est toujours dans l'après en fait. Si on n'a pas le diagnostic, on ne sait pas comment s'occuper de quelqu'un. On sait pas. Vous voyez, ça forme des résistances aussi énormément à la clinique. Ces bilans ne débouchent plus sur des prises en charge, donc évidemment, avec la saturation des secteurs de soins. Et voilà, ces gens se retrouvent ailleurs, perdus, dans aucune institution, Isère ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc parfois aussi le sujet souffrance s'y réduit à ce diagnostic. Hein. Je vous le dis. Alors, on avance. Oui. Alors, il y a une enquête Amélie qui est importante, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit que 95% des maladies dans le médico-social sont dues à des TMS. Alors moi je veux bien, hein, évidemment. Si vous travaillez dans le secteur de la personne âgée, évidemment, vous êtes amené, ou si vous travaillez dans des services somatifs lourds, vous êtes amené à faire des gestes, évidemment. Et évidemment, vous avez une souffrance du corps, mais il n'empêche que ces 95%-là, ils masquent quand même beaucoup. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme dirait l'autre. Hein, où évidemment, vous avez d'ailleurs, on sait combien le corps et la tête quand même sont reliés. Hein, enfin, voilà, et que moi je m'interroge sur ces 95%. Mais quand même, un truc plus rassurant, c'est que j'ai repéré une enquête Ipsos Cali Social, voilà, qui dit que. Ah oui, c'est une étude qui a été faite sur les arrêts de travail entre 2016 et 2019. Et donc ils disent en fait que 41% des arrêts de travail, il y a eu une progression de 41% sur cette tranche-là, hein, 2016-2019. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, enfin, j'avance parce que sinon je ne finirai pas mon propos.